devient très technique, enfin c'était déjà très technique, vous allez me dire. Donc si, alors déjà je voudrais dire quand même qu'on est sur un site à Pompidou qui est particulier, parce qu'on a vraiment décidé de se spécialiser beaucoup dans la cancérologie digestive. Le service qu'on a monté est le seul à Paris pour l'instant qui est consacré que au cancer digestif. C'est ni un service de cancérologie, ni un service de gastroentérologie. Il y a une espèce d'être hybride entre les deux. On consacre à toutes les tumeurs digestives qui représentent dans l'ensemble 25% de toutes les tumeurs solides humaines, donc c'est un gros paquet de la cancérologie, on va dire, un gros morceau. Et le cancer colorectal, vous l'avez vu, c'est le premier de tous les cancers digestifs et c'est de lui dont on parle aujourd'hui. Il faut aussi savoir qu'ici, il y a des plateformes de biologie moléculaire avec des gens très impliqués dans la recherche de mutations associées au cancer qui sont non seulement importantes dans la recherche depuis très longtemps, mais qui sont devenues maintenant importantes aussi dans les traitements et qui vont probablement être de plus en plus importantes dans le futur pour la décision des traitements. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, mais simplement parce que c'est vraiment des sujets où il faut une haute expertise pour arriver à tout assimiler. Donc vous me poserez aussi vos questions si je n'ai pas été clair à la fin, bien sûr. Et puis, il y a aussi un service au-delà de la chirurgie et de l'endoscopie que vous avez déjà vu ce matin parler et qui sont très en pointe. Il y a aussi un service de radiologie interventionnelle. Et la radiologie interventionnelle, c'est aussi un aspect très important de la prise en charge des cancers, et en particulier quand il y a déjà des métastases. Donc là, on a vu qu'il fallait éventuellement manger plus sainement, moins de viande rouge, moins de graisse animale, plus de calcium, plus de fibres, pour limiter le risque de cancer du côlon, se faire dépister soit par les tests sanguins dans la population générale, soit par des endoscopies dans les populations à risque, pour prévenir la survenue du cancer quand on a des polypes, ensuite opérer le cancer quand c'était possible et le retirer, ensuite compléter ça par un traitement chimiothérapeutique pour augmenter encore les chances de guérison. Et puis malheureusement, malgré tout ça, il y a des malades qui développent quand même ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire que là, les cellules cancéreuses sont parties au-delà des ganglions péritumoraux pour toucher le péritoine, qui est une espèce de serpillière qui couvre nos anses digestives et qui fait un très bon tissu de culture pour les cellules cancéreuses, le foie, le poumon, les ganglions, mais plus loin que ceux de la tumeur, parfois même dans le thorax, voire dans le cou. Et là, on est devant une maladie qu'on appelle métastatique, et beaucoup plus rarement, ces métastases peuvent toucher l'os, le cerveau, etc., mais dans le côlon, c'est plus rare. Donc du coup, chez ces malades-là, notre but, ça va être évidemment d'essayer de les guérir si c'est possible. Et le cancer du côlon, c'est un des rares cancers où même quand on a des métastases, on peut encore avoir une chance de guérison pour certains patients si elles sont limitées, si on peut retirer l'intégralité de ces métastases. Il y a encore des possibilités de guérison réelles de l'ordre de 50% dans des séries bien sélectionnées de malades avec une maladie opérable et ce qu'on appelle dans notre jargon réséqué R0, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de résidus microscopiques de cellules tumorales après l'analyse de la résection de cette pièce de métastasectomie. Donc Aziz nous a déjà dit que c'était une maladie fréquente et grave, mais quand même on a fait d'énormes progrès thérapeutiques. Dans les traitements complémentaires de la chirurgie dont il vient de parler, c'est 75% des malades qui sont guéris. Quand moi j'ai commencé il y a 20 ans à faire de la cancérologie digestive, c'était à peu près 50%. Donc c'est déjà quand même un malade sur 4 qui rechute au lieu d'un malade sur 2. Évidemment, ce qu'on voudrait, c'est 0 sur 10. Mais on n'y est pas encore, mais on s'améliore. Et même au stade des métastases, même quand on ne peut pas guérir le patient, on a multiplié les survies à peu près par 6. On était de l'ordre de 5 à 6 mois quand moi j'ai commencé. Aujourd'hui, on est plutôt dans toutes les dernières études sur des survies médianes. Ça veut dire qu'encore plus de la moitié des malades sont vivants, de plus de 30 mois. Donc on est plutôt sur plusieurs années de survie, même quand on a des métastases, avec des guérisons, comme je vous le disais juste avant. Donc quels moyens on va avoir maintenant pour innover, pour avancer au-delà de tout ça? Alors on a les traitements classiques, c'est la chimiothérapie. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer, l'idée c'est que ces cellules-là se divisent plus rapidement que les autres, et que donc on va vous donner un traitement qui gêne la division cellulaire et qui va, en fait, par le profil naturel des cellules cancéreuses versus les cellules normales, attaquer préférentiellement les cellules cancéreuses, puisqu'elles se multiplient plus vite et que ces traitements vont empêcher la mitose, ce qui va faire d'une cellule deux cellules, pour que d'une cellule, il y ait deux cellules filles, mais qui ne vivent pas et qui meurent au moment où elles essayent de se diviser. Alors évidemment, le problème, c'est que dans le corps, on a des cellules normales qui se divisent. On renouvelle nos globules en permanence dans le sang, on renouvelle beaucoup la peau des paumes et des plantes, on renouvelle les cellules de nos muqueuses, et donc toutes ces cellules peuvent prendre un petit coup sur la tête au passage, ce qui va créer des effets secondaires de la chimiothérapie, qui vont être par exemple les nausées, les vomissements, les diarrhées, ce qu'on appelle le syndrome main-pied où les paumes et les plantes desquament deviennent rouges et un peu inflammatoires, et puis évidemment la baisse des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs qui doivent être surveillés avant chaque nouvelle cure de chimiothérapie. Pourquoi on donne de la chimiothérapie dans les maladies métastatiques? Parce que ce que j'explique beaucoup aussi aux malades en consultation, c'est qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Alors vous avez des super séries le dimanche soir qui vous racontent qu'avec un cheveu, on peut retrouver le criminel d'il y a 100 ans. Alors c'est pas du tout ça la science. La science aujourd'hui, on sait qu'une cellule toute seule est probablement pas capable de faire une métastase. Mais on sait que de 5 à 10 cellules groupées qui circulent ensemble en restant collées les unes aux autres,
peuvent s'implanter dans des territoires particuliers qu'on appelle des niches prémétastatiques, c'est-à-dire en gros des territoires dans le poumon, dans le foie qui sont favorables à leur implantation, et à partir de là peut redémarrer un cancer. Et peut redémarrer une lésion évolutive qui elle-même peut disséminer encore ailleurs, et donc faire des petits, etc. Et donc, en fait, détecter 5 à 10 cellules dans un organisme de plusieurs milliards de cellules, c'est impossible par la technologie moderne. Donc ce qu'on voit aujourd'hui avec le scan, l'IRM, le PET scan, tout ce que vous voulez, ça sera du 5 à 6 mm, et 5 à 6 mm c'est probablement déjà plus d'1 million de cellules. Donc on est très loin des 5 à 10 cellules qu'il faudrait savoir détecter. Et donc on est un peu toujours en retard sur la maladie, c'est-à-dire qu'on voit, ou pas d'ailleurs, mais on n'a pas une vision très précise, et donc des fois on voit exactement ce qu'il en est, c'est-à-dire que toutes les lésions sont visibles, on a de la chance, et puis des fois on voit pas des lésions qui sont pourtant déjà là et qui vont émerger dans le suivi du patient au cours de l'évolution. Et donc, l'idée de la chimiothérapie, c'est qu'elle ne va pas seulement taper sur la maladie que vous voyez, elle va aussi taper sur la maladie que vous ne voyez pas, puisque normalement elle circule partout et elle gêne la division cellulaire partout, y compris dans vos cellules normales, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est ça le principe de base. Les chimiothérapies, on a 3 agents aujourd'hui qui marchent très bien dans le cancer du côlon, qu'on met tous ensemble, ou qu'on met séparément, ou qu'on met séquentiellement les uns derrière les autres, suivant les stratégies qu'on définit pour le malade. Chez certains malades, le cancer c'est une maladie difficile, c'est pas pareil chez tout le monde, c'est pas pareil à 80 ans qu'à 40 ans, c'est pas pareil quand on pèse 40 kg que quand on en pèse 90, c'est pas pareil quand on est un homme et quand on est une femme, c'est pas pareil entre deux individus du même âge, du même sexe et du même poids non plus, parce qu'il y a des gens qui tolèrent bien, des gens qui tolèrent moins bien, donc il va falloir adapter et personnaliser, donc on va avoir des stratégies thérapeutiques qui dépendent bien sûr avant toute chose des possibilités de guérison. Il est hors de question de dire à quelqu'un, mais madame, comme vous êtes un peu âgée, un peu petite et un peu maigre, on va pas essayer de vous guérir, c'est évident qu'on essaie toujours de guérir quand on peut guérir, mais quand on n'est pas sûr de pouvoir guérir ou qu'on sait qu'on n'arrivera pas forcément à guérir le malade, mais à le prolonger de manière longue pendant plusieurs années avec des traitements acceptables, chez certains patients, on va préférer une stratégie qui va commencer doucement et qui va augmenter. Chez d'autres patients, on va préférer une stratégie qui tape fort et puis qui va lever le pied ensuite pour différentes raisons cliniques. Et c'est pour ça qu'il faut encore des médecins pour faire de la cancérologie, parce que sinon aujourd'hui les protocoles sont très protocolisés. Dans le cancer du côlon, on peut faire un grand cocorico parce que nos 3 grands protocoles de chimiothérapie sont tous français, ont tous été inventés d'ailleurs en France et principalement en région parisienne, à Ambroise Paré et à Saint-Antoine. Et donc, le monde entier les applique, donc vous auriez la même chimiothérapie aujourd'hui à Tokyo, à Pékin, à Sydney ou à Paris, quel que soit votre cancer du côlon. Donc il y a juste des questions stratégiques qui se définissent de médecin à malade pour savoir qui supporte mieux ceci, mieux cela. On a des indicateurs, on sait qu'une femme qui a eu beaucoup de nausées pendant la grossesse est plus sujette aux nausées. On sait qu'il y a des produits qui donnent des toxicités neurologiques et que si vous êtes ébéniste ou pianiste comme certains de mes patients, ça ne va pas être super de commencer par ce produit-là pour vous parce que ça va impacter de manière importante votre qualité de vie, plus que chez quelqu'un qui n'a pas autant besoin de ses mains pour travailler par exemple, ou même pour un passe-temps qui lui est important. Bon, ça c'est la base et avec ça on arrive là. Mais bon, l'idée c'est plus tard, enfin dans le futur, d'innover. Alors comment on peut innover ? L'idée aujourd'hui, et le maître mot qu'on a dans toutes nos conférences mondiales sur le cancer, c'est le ciblage. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter et de personnaliser au maximum les traitements en ciblant mieux la tumeur, en ciblant mieux les lésions, en ciblant mieux les organes. Alors le ciblage, il peut se faire déjà par cette radiologie interventionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ça va être plusieurs choses différentes. Donc vous voyez ici un bout de foie, qui n'est plus à l'intérieur d'un organisme évidemment, qui a été pris pour les besoins de la photo, où on peut mettre des aiguilles comme ça, soit unipolaires, soit multipolaires, qui vont aller se mettre sur une zone où il y a une métastase, et ce blanc là, ça veut dire que c'est carbonisé en fait. Et le rose, enfin le foie comme chez le boucher, là, c'est celui qui va bien. Et donc on va rentrer une aiguille sur une lésion et on va pouvoir la détruire. Ce qui va permettre par exemple chez un malade où on pense que la chirurgie est trop dangereuse, où on pense que la chirurgie vaudrait peut-être pas le coup parce qu'il y a plus de lésions que de raisons, mais quand même on a envie de se mettre un peu plus. On peut avoir des alternatives pour aller détruire des lésions par des moyens essentiellement thermiques aujourd'hui, soit en cryothérapie on les congèle, soit en radiofréquence comme montré ici on les brûle, en faisant chauffer par un courant qui ressemble un peu au micro-ondes la lésion de 60 à 80 degrés pendant une dizaine de minutes, et ça va permettre de stériliser certaines zones. Et des fois ça nous permet d'avancer pas à pas, c'est-à-dire que chez un malade je me dis bon, là, dans les clous, je ne peux pas y aller, je ne peux pas proposer une chirurgie, c'est trop lourd pour le malade et les risques de rechute sont trop importants. Mais par contre, je peux commencer déjà à détruire ces 2-3 lésions parce que si dans le futur les autres vont dans le bon sens, je ferai quelque chose de plus ambitieux, mais je ne peux pas le dire aujourd'hui, il va me falloir attendre 3, 6 mois, 9 mois de traitement avant de pouvoir prendre une telle décision. Et ça, c'est très dur pour les malades, parce que les malades, ils aimeraient beaucoup qu'on leur dise le premier jour ce qui va se passer avec un programme complet, et malheureusement, il y a une part d'inconnu qui est qu'on doit suivre les gens avec le temps et voir comment la maladie évolue pour proposer parfois des choses plus ambitieuses qu'au départ.
Mais c'est aussi tout l'intérêt de ce qu'a fait la France avec l'Institut national du cancer, le plan cancer 1, 2 et 3, puisqu'on nous force à travailler ensemble, on nous force à rediscuter systématiquement les dossiers des patients en réunion de concertation pluridisciplinaire, où nous ne sommes pas seuls, où nous sommes confrontés à nos collègues gastro-entérologues et oncologues digestifs, aux chirurgiens, aux radiothérapeutes, aux radiologues, aux anapathes qui nous disent des fois, mais dis donc là, tu dis qu'on va continuer, mais le malade, là, tu ne crois pas qu'on pourrait faire un peu plus pour lui? Et ça remet en permanence sur la sellette le médecin qui doit réfléchir à chaque dossier. Et ça, je pense que c'est un point très positif et très développé en France, qui n'est pas le cas dans les autres pays, même d'Europe occidentale, comme l'Angleterre par exemple, ou certains pays du sud de l'Europe. Et on peut aussi faire des pratiques sur l'os, ça s'appelle la cimentoplastie, là je le cite juste parce que si on a une métastase osseuse qui grignote l'os, l'os peut casser, et on peut injecter un ciment dedans qui non seulement va solidifier l'os, éviter la fracture, calmer très rapidement les douleurs du malade en général, et avoir une activité anticancéreuse parce que c'est un produit chimique que les cellules cancéreuses n'aiment pas beaucoup et ça les détruit pas mal. Et puis, ce dont vous a parlé le docteur Zaladan et qu'on a énormément développé à l'hôpital européen Georges Pompidou, je voulais vous montrer un petit film, mais vous avez vu que les films ne sont pas très simples, c'est de cibler sur les lésions du foie. Le cancer du côlon, son drainage naturel par la veine porte, c'est d'emmener des cellules vers le foie. Donc les métastases hépatiques sont très fréquentes chez ces patients. Et on a développé ici toutes les techniques qui permettent de faire un traitement intra-artériel hépatique. Il y a 3 techniques aujourd'hui. On monte un petit cathéter, comme vous l'a dit le docteur Zaladan, par l'artère du pli de l'aine, qui s'appelle l'artère fémorale, et on remonte dans l'artère du foie par la aorte. Et on va larguer des petites billes avec de la chimiothérapie dessus qui vont se coincer dans les métastases, dans les nodules tumoraux. Et elles vont les détruire parce qu'elles vont boucher l'afflux de sang et d'oxygène et de nutriments vers la métastase et relarguer de la chimiothérapie en plus dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie ou la chimioembolisation intra-artérielle. Pardon, ça c'est ce qu'on appelle pas du tout, enfin ça peut aussi s'appeler chimioembolisation, mais ça s'appelle les drug-eluting beads, c'est le nouveau concept des microbilles. On peut aussi avoir ces petites billes, mais qu'on ne charge pas avec un composé de chimiothérapie, mais avec un élément radioactif. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la radiothérapie interne sélective. Le foie, quand vous essayez de l'irradier avec une machine de radiothérapie, ça se mesure en grais, ce que vous donnez au malade et à la tumeur pour essayer de la détruire. Au-delà de 20 grais, les cellules du foie normales, elles meurent. Pour tuer une cellule tumorale, il vous faut 80 à 100 grais. Donc on est très loin du compte. Donc là, en envoyant des petites billes chargées avec un élément qui s'appelle l'yttrium 90, dont le symbole est là, le Y90, on va pouvoir les délivrer sur les métastases et elles vont irradier juste la zone de la métastase et pas abîmer le foie autour. Et puis la troisième technique, c'est là on met carrément un cathéter dans l'artère qu'on laisse en place, c'est pas un aller-retour. On met un deuxième cathéter, en fait le malade, vous savez, les gens qui ont des cancers ont souvent ce qu'on appelle des portes à 4 ici sous la clavicule pour injecter les produits de chimiothérapie. Et bon, on en met un deuxième un peu plus bas qui lui est branché sur l'artère du foie et on fait une partie de la chimiothérapie dans l'artère, une partie de la chimiothérapie dans la veine. Avec ces techniques-là, on arrive à proposer des solutions à des malades qui aujourd'hui n'ont aucune autre possibilité thérapeutique, c'est-à-dire qu'on les utilise surtout qu'on a utilisé les standards d'abord. Mais on est en train de faire des essais thérapeutiques dans lesquels maintenant on essaye d'utiliser ces techniques de plus en plus précocement dans la maladie pour voir si ça améliore encore plus les choses plutôt que de ne les réserver qu'aux malades qui ont une maladie limitée au foie mais qui ont déjà tout essayé. Donc on a toutes ces techniques qui sont disponibles à l'HEGP grâce à ce plateau technique interventionnel, grâce à cette activité qu'on a beaucoup développée. Et on est aujourd'hui, je crois, le seul centre à avoir l'ensemble des techniques sur site, puisque certains centres réputés, comme Gustave Roussy, etc., n'ont pas eu accès à une des 3 techniques. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on peut aussi cibler la maladie elle-même. Alors, cibler la maladie elle-même, c'est cibler avec l'analyse moléculaire de la tumeur. Et donc, en gros, l'idée, c'est de ne pas donner la drogue bleue à une tumeur rose ou de ne pas donner la drogue rose à une tumeur bleue. Et en gros, d'arriver à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce qui fait que les cellules prolifèrent, et de trouver un médicament en face qui agit exactement sur les moteurs de cette prolifération complètement anormale de la cellule cancéreuse. Avant, on raisonnait par organe. Donc les gynécologues faisaient ceci pour le cancer de l'ovaire, ceci pour le cancer de l'utérus, etc. Les ORL faisaient ceci pour l'amygdale et ceci pour le larynx. Les urologues faisaient ceci pour les reins, ceci pour la vessie. Et nous, on faisait un protocole pour le côlon, pour l'estomac, pour le pancréas. Ce n'est pas complètement faux aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes protocoles de chimiothérapie pour toutes les tumeurs digestives ou toutes les tumeurs en général. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les tumeurs, parfois très éloignées dans l'organe, peuvent se ressembler dans les mutations qui font qu'elles prolifèrent trop vite. Et on a développé depuis une vingtaine d'années ce qu'on appelle les thérapies moléculaires ciblées. Alors les thérapies moléculaires ciblées, c'est un peu différent de la chimiothérapie, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas tuer tout ce qui se divise, mais plutôt d'aller sur un récepteur que la tumeur utilise pour croître et de le bloquer,
soit par un anticorps, soit par une petite molécule qui se met sous la membrane de la cellule au niveau cellulaire. Alors ces thérapies moléculaires ciblées, ça a fait un énorme buzz dans les années 2000 quand ça a commencé. Ça a transformé le pronostic de certaines tumeurs. Dans les tumeurs digestives, on a ce qu'on appelle nous les tumeurs stromales, où avec un cachet 2 fois par jour, on arrive à passer de 4 mois de survie à 5 ans de survie en moyenne chez les malades, sans guérir la maladie, mais juste avec des cachets à prendre à la maison. Donc ça, c'est vraiment des progrès très impressionnants. Parfois, les progrès sont moins impressionnants, mais à coup de on gagne 6 mois ici, on gagne 8 mois là, on gagne 12 mois ici, on a quand même transformé des pronostics de moins d'1 an de survie, moins de 6 mois de survie même, plusieurs années, et bientôt plus de 3 ans, j'espère, pour le cancer colorectal. Et donc l'idée, c'est de dire on va analyser toutes les mutations. Là, vous avez un exemple qui est le cancer du poumon. Là, c'est des métastases qui sont dans le fond en l'occurrence, mais on va analyser à partir de ces bouts de tumeurs, par des analyses génétiques, génomiques, etc., un certain nombre de mutations et de voies de signalisation qui semblent importantes, et ensuite on va chercher, pour chacun de ces noms compliqués, MET, HER2, CRAS, etc., des molécules qu'on peut mettre en face et qui vont inhiber cette activation qui permet à la cellule de proliférer. Et puis pour finir, on en a beaucoup parlé à la radio, à la télé, etc. cette année, en particulier après notre congrès du mois de juin à Chicago, là, qui est le congrès mondial de cancéro, il y a l'immunothérapie. Alors l'immunothérapie, c'est encore un nouveau concept. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler aussi des anti-angiogéniques, ça c'est des médicaments qui empêchent de faire des vaisseaux à la tumeur pour se nourrir elle-même. Et donc là, le nouveau truc à la mode, on va dire, c'est l'immunothérapie, parce que l'immunothérapie, c'est un truc qui existe depuis les années 50. Il y a en particulier un grand chercheur américain qui s'appelle Steve Rosenberg, qui travaille mais comme un furieux depuis 40 ans dessus, et qui va, à mon avis, finir avec un prix Nobel, mais qui a essayé plein de stratégies. Alors on essayait soit de réinjecter des globules blancs, très activés, en se disant ils sont tellement activés qu'ils vont les tuer les cellules tumorales. Alors c'est vrai que ça tuait parfois les cellules tumorales, mais ça fatiguait beaucoup aussi le malade parce que ça ne tuait pas que les cellules tumorales. Ensuite, on a essayé de faire des vaccins, c'est-à-dire on prend des bouts de tumeurs, on se dit si on arrive à se défendre contre des organismes comme les virus, etc. en vaccinant, pourquoi ne pas prendre des choses qui seraient sur la tumeur et vacciner le corps pour que son système immunitaire se mette à travailler contre la tumeur. Mais les tumeurs sont très malignes et développent énormément de mécanismes pour résister à ce genre d'approche et faire croire parce qu'elles viennent de nous quand même au départ, et donc elles ressemblent beaucoup à nos cellules, et donc elles ont pas mal de mécanismes d'évitement très forts, et parmi ces mécanismes, il y a quelque chose qu'on appelle le immune checkpoint, qui est une espèce de co-signal ici c'est l'antigène qui est présenté au lymphocyte, donc ça c'est une cellule présentatrice d'antigène, qui va présenter au lymphocyte son antigène, et il faut qu'il y ait d'autres stimulations qui se fassent pour que le lymphocyte comprenne qu'il faut attaquer et tuer cette cellule parce qu'elle est malade. Et la tumeur, elle est très maligne pour empêcher ces co-stimulations ou faire des co-stimulations inhibitrices au lieu de faire des co-stimulations stimulatrices. Et donc on a réussi, grâce à certains anticorps, à bloquer cette capacité qu'a la tumeur d'échapper au système immunitaire et à restaurer une immunité contre la tumeur. Ça veut dire que nos globules blancs se mettent à attaquer notre tumeur alors qu'ils n'arrivaient pas à l'attaquer jusqu'à présent. Alors ça, c'est typiquement un truc de spécialiste, mais c'est juste pour vous montrer comment on nous présente, nous, les résultats en congrès. Ça, c'est des patients qui sont encore dans le côté du Lynch et du MSI, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ils ont ces mutations, ces patients MSI. Donc, comme il y a beaucoup de mutations, ça crée beaucoup d'antigènes nouveaux. Et quand il y a beaucoup d'antigènes nouveaux, c'est-à-dire de protéines qui ne devraient pas exister, qui sont un peu bizarres. Et quand il y a beaucoup d'antigènes nouveaux, il y a beaucoup de globules blancs et de lymphocytes qui arrivent sur le site en se disant qu'est-ce qui se passe ici, il y a un problème. Et si vous n'avez pas ces globules blancs sur le site, vous pouvez toujours restaurer une immunité efficace, ça ne marche pas. Par contre, s'il y en a plein mais qui ne sont pas efficaces et que vous restaurez l'efficacité, là ça peut devenir très fort. Et donc, dans le cancer du côlon, malheureusement, tous les cancers n'ont pas l'air d'être accessibles à l'immunothérapie, mais ces tumeurs MSI, dans le cadre d'un syndrome de Lynch ou dans le cadre de tumeurs MSI qu'on appelle nous sporadiques en dehors d'un syndrome de Lynch, et bien vous voyez ici dans cette étude qui a été publiée dans notre plus grand journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine cette année, cet été, donc en 2015. Vous voyez ici que les tumeurs noires et bleues, c'est les tumeurs MSI. C'est des gens qui ont tous été pré-traités, pour lesquels on n'a plus aucune solution thérapeutique, pour la plupart. Et vous voyez que quasiment tous les noirs et les bleus sont vers une régression. Ça, c'est la fonte de la tumeur. Donc là, ce patient, il a moins 80% de tumeur. Celui-là, il a moins 30% de tumeur, etc. Et ici, vous voyez que tous ceux qui ne sont pas jaunes ou bleus, alors il y a encore bleu ou noir, excusez-moi, vous voyez qu'il y a quand même quelques barres noires qui n'ont pas répondu, parce que évidemment le phénomène est toujours plus compliqué, c'est jamais 100% de réponse, c'est jamais 100% d'échec non plus. Et ce qu'on voit en tout cas, et ça nous donne beaucoup d'espoir à nous les spécialistes quand on voit ce genre de diagramme, c'est que la plupart des patients avec un cancer colique ou non colique d'ailleurs, MSI, traités par ces nouvelles immunothérapies, répondent au traitement
pour la très grande majorité d'entre eux, alors qu'il n'y avait plus rien à leur proposer. Et c'est une des avancées. Et on a ici, à l'hôpital européen Georges Pompidou, une dizaine d'études qui testent ces immunothérapies dans le cancer colorectal, mais aussi dans le cancer de l'estomac, de l'œsophage, de la vessie, du rein, ORL, etc.